Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProdFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'une imprimante 3D que j'ai eue en partenariat avec Banggood, toujours. En fait, comme j'ai fait le test de la Ender 3, maintenant je peux passer sur un autre produit. Donc j'ai demandé à tester une autre imprimante 3D en fonction du budget qu'ils me donnent, c'est-à-dire en dessous de 200 euros. Donc en dessous de 200 euros, il n'y a pas des masses d'imprimantes non plus dans ce que moi je voudrais tester. Après, j'essaie de faire en fonction de ce que j'estime être potentiellement une imprimante qui peut être intéressante. La EZT, franchement, elle par contre, je m'attendais pas aussi bien et au final elle marche bien. Donc pour le prix qu'elle vaut, franchement je suis content. Après la Ender 3, franchement elle vaut largement son budget. Donc voilà. La Neta 6 qui est derrière, pareil, elle vaut son budget. Je ne vous l'ai pas encore présentée parce qu'en fait elle, je l'avais pas eu en partenariat, je l'avais récupérée comme ça. Parce que c'est une personne qui s'en débarrassait, qui n'arrivait pas à s'en servir, donc du coup, je l'ai récupéré et puis j'ai pas fait de vidéo. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la Aneta 6 pour vous en parler, c'est une imprimante qui reste dans les mêmes tarifs et qui est franchement, bon, elle est sympa quoi, il n'y a pas trop de choses à faire dessus. Moi franchement, j'ai rien fait dessus, elle marche très bien. Elle a imprimé à peu près, je sais pas, 600 heures d'ABS quoi. Elle a fait que de l'ABS quasiment. J'aime pas trop passer de PLA dessus parce que l'extrudeur, comme c'est du full metal, j'aime pas trop passer de PLA sur du full metal. Je préfère passer de l'ABS sur ça, en fait ça réagit mieux je trouve. Quand on a le hit break en full metal, qu'il n'y a pas de PTFE. Quand il y a du PTFE, j'ai tendance à préférer mettre du PLA dedans. Voilà. Parce qu'ils réagissent pas pareil. Il y en a un, il va plus gonfler que l'autre dès qu'il va toucher une paroi métallique froide. Par exemple, le PLA, dès qu'il va toucher le corps métallique froid, en faisant de la rétractation, il va gonfler et ça va merder. Alors que dans le PTFE, il fait pas ça. Par contre, l'ABS, dans l'autre sens, l'ABS, lui, c'est pas qu'il va cramer dans le PTFE, enfin, c'est pas qu'il va bouffer le PTFE, c'est que le PTFE, à 240 degrés, il commence à s'esquinter et au bout d'un moment, il s'abîme et voilà, ça merde quoi. Donc, c'est pour ça que je préfère réserver les machines corps full metal pour l'ABS et corps PTFE pour le PLA. Et les autres matériaux, genre les flexibles et tout ça, ça passe très bien sur un PTFE. Voilà. Donc avant de m'éparpiller, on va parler de la Gitech A10. Alors la Gitech A10, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé vite fait sur internet avant de la choisir, parce que je me suis dit bon on va voir ce que ça donne. Après je ne ferai pas le buzz non plus sur celle-ci, c'est une machine qui a déjà été testée, approuvée par pas mal de personnes. Moi mon but c'est pas de les modifier ces bécanes là, c'est de les garder full origine et de les amener à imprimer des belles pièces en restant full origine. Après il va y avoir quand même une petite amélioration que je vais faire sur la Ender 3, enfin c'est même pas une amélioration, je me suis dit je vais tester le produit parce que tout le monde en parle. C'est le TL Smoother, je vais vous le présenter aussi, et c'est des TL Plus que j'ai pris, qui viennent d'AliExpress, que j'avais pris à l'époque. Bon, il m'a mis 3 plombs, il fallait mettre 3 plombs à arriver, donc je sais pas quand c'est qui m'est arrivé. J'en ai commandé, c'est un pack de 4, et il y en a pour, il y en a pas pour des masses, il y en a pour moins de 5 euros, je crois que j'ai payé ça. Il y en a 4, et du coup ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'en fait la Ender et la Gitech, ils vont en avoir chacune 2. En fait, les TL Smoother, je vais pas les mettre sur l'axe Z et je vais pas les mettre sur l'axe E. C'est comme pour les TMC, par exemple, je fais pas ça sur les autres axes. En fait, je fais que XY parce que c'est les axes qui bougent en permanence. Après, le E bouge en permanence, mais bon, l'extrudeur, vous n'allez pas voir la fluctuation va être très minime dans l'injection de plastique. Après, moi, c'est pareil, sur la Ender 3, j'ai mis un tube PTFE Capricorn XS. C'est du vrai, par contre, c'est de l'original. Et au final, j'ai trouvé qu'elle injectait mieux de plastique. La petite différence de diamètre du PTFE est pas mal. Et au final, j'ai testé le TPU et tout, ça a marché nickel. Donc ça, je vous en parlerai dans la vidéo sur le Flex, avant de m'éparpiller. Donc on va rester sur la Gitech là. Et on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Alors, si le câble du micro ne me casse pas les couilles, parce que si un jour je peux m'acheter un micro cravate sans fil, ça serait pas mal. Donc, alors la Gitech A10, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors j'ai ouvert la boîte pour voir quand même si tout est arrivé en bon état, le carton était pas trop abîmé. Alors j'ai regardé vite fait la notice, franchement c'est vraiment... alors déjà que la Ender 3 c'était une notice style Lego, là c'est encore pire, il y a encore moins de détails. En gros le meilleur truc à faire c'est d'aller sur leur site, et quand vous allez sur Gitech, en fait dans la rubrique A10 vous avez carrément la revue technique. Vous pouvez tout télécharger et là ils vous détaillent vraiment ce qu'il faut faire sur la bécane. Vous pouvez la choisir en français d'ailleurs, j'ai vu aussi. Après, bon, c'est une imprimante 3D qui est quasiment elle est pratiquement montée, quoi. Il n'y a presque rien à faire. On nous dit qu'il y a quoi? Il y a les parties de la bécane, il y a l'écran, il y a un support de bobine, il y a une carte SD, il y a des petits outils, des clés Allen comme d'habitude, avec deux petites clés, une pour la buse, je pense, et l'autre comment dire, les excentriques, sur les petits trous. On nous dit qu'il y a un détecteur de filament, chose que j'ai pas sur la Ender 3, mais bon, est-ce qu'il va être fiable? On va le tester, ça on verra bien.
Il y a une aiguille pour déboucher les bus si jamais ça se buse. Enfin, si ça se bouche, excusez-moi. Il y a une buse de rechange. Ça, j'ai pas. Enfin, j'ai regardé vite fait, mais je l'ai pas vu. On verra bientôt si elle est dedans ou pas. 3 mètres de starter filament avec la Ender 3. J'ai eu une bobine de PLA. Enfin, une bobine. Elle n'était pas complète, mais j'en ai eu une petite bobine quand même. Là, il fait le 3 mètres quoi. Un tapis de souris. Alors, le tapis de souris, je vois pas trop pourquoi on nous file ça avec une imprimante 3D. À part si vous voulez vous en servir pour poser vos outils dessus. Ça peut vous servir de tapis de bricolage. Voilà. Ensuite c'est la notice. C'est la notice. Là, c'est pour vous expliquer de mettre la carte SD, d'aller chercher le fichier de test qui est dessus. Après, il y a les liens de support pour aller sur leur site. Il y a leur page Facebook, il y a tout ce qu'il y a. Bon, voilà. Il y a leur logiciel, la EasyPrint 3D. J'ai pas regardé encore à quoi ça ressemblait, on verra bien. Bon, la vidéo va être en plusieurs parties. De toute façon, je vais vous faire un déballage vite fait. Là, après, je vais passer au montage. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai repéré comme truc à faire attention pendant le montage, quoi. Voilà. Donc, on passe au déballage. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ah bah, le tapis de souris, comme je vous disais. Alors, franchement, c'est les tapis de souris. Vous vous souvenez les souris à boules qu'on avait dans les années 2000? Bah, c'est le même genre de tapis de souris. Hein. C'est de la toile. Ça, avec une une souris basique laser. Franchement, ça risque pas trop de marcher bien. Ça, c'est vraiment le. Moi, je vous le dis. Hein, franchement, ça, vous pouvez le garder pour bricoler. Vous mettez vos vis dessus ou des trucs comme ça évite des fois qu'elles traînent par terre ou des trucs comme ça. Alors ensuite, il y a beaucoup de mousse. Il y a des fils de colle là, parce qu'en fait c'est quand ils font leur machin, leur mousse là. Voilà, je vais mettre ça comme ça sera moins chiant. Ensuite, là on a l'écran. Alors c'est un écran. Ouais, c'est un écran basique, c'est 4 lignes par. Je pense que ça doit être du 128. Non, même pas, enfin, on verra bien. C'est un LCD 2004, standard avec lecteur SD et puis la petite nappe là pour le connecter. Il y a le speaker devant. Ouais, il y a le speaker, il y a le petit potard, un petit bouton reset. Devant là où il y a les petits trucs chinois là, vous pouvez l'enlever, c'est un autocollant. Hein. Si jamais ça vous plaît pas, vous le personnalisez, c'est un autocollant. Voilà. Ensuite, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pousser le carton, je vais tout remonter, enfin je vais tout poser à plat sur la table et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai tout sorti du carton. J'ai fait attention un petit peu à rien abîmer ni à quoi que ce soit. Alors, comme vous allez sortir le châssis de l'axe Y, vous allez faire gaffe, il y a la plaque de verre qui est posée dessous, juste posée sous un carré de mousse. Donc vous ferez bien attention à ne pas la sortir trop fort, parce que sinon ça peut péter. Il y a juste ça qui la protège dessous. Voilà. Donc la plaque de verre, du coup on a un côté qui est full verre, qu'on peut voir. C'est du verre borosilicate, je pense. De toute façon, ouais, ça se voit, c'est du borosilicate. Il y a un peu de moumoute partout dessus. Là. Et l'autre côté, c'est une surface, alors ils appellent ça la super plate. Franchement, vive le nom, quoi. Enfin, c'est super plate en anglais, mais bon, super plate, français, pour un peu d'humour. Alors, il y a un petit film dessus. Alors, le revêtement, c'est un espèce de petit truc un peu rugueux, un petit peu poreux, comme sur le. Ça va ressembler à l'ultra basse de chez Unicubit, quoi. Voilà. Donc il a l'air propre, il n'est pas abîmé ni quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça peut vous permettre d'utiliser le côté rugueux ou le côté plaque de verre si vous voulez faire de l'ABS avec de la laque ou de la colle standard. Alors après, qu'est-ce qu'on regarde? Donc il y a un câble d'Alim 220 de chez nous. Il y a la lime. Alors l'alimentation, c'est les alimentations style qu'on utilise pour les bandes de LED. Donc c'est une alimentation 24 volts 360 watts. C'est du 24 volts en 15 ampères max pour la lime. Là. Bien regarder que le petit bouton est bien commuté sur 230, sinon vous allez cramer votre lime. Alors il y a un petit bouton avec un fusible, ça c'est pas mal aussi, ça permet d'avoir une alimentation qui se déconnecte, on peut l'éteindre. Il y a juste ça comme connecteur, c'est style des LiPo là, qu'il y a sur les voitures thermiques et trucs comme ça, les voitures RC, c'est le même style de connecteur. J'en ai vu qu'il y avait des soucis de connecteurs qui cramaient. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que vos connecteurs sont bien soudés dedans et qu'ils nagent pas. S'ils nagent et qu'ils sont mal serrés au niveau de la petite pince du connecteur, en fait, c'est ça qui fait des arcs électriques et ça a tendance à les cramer. Voilà.
Donc ensuite, le châssis. Alors comme vous voyez, il est pas plat. Et ma plaque, elle est plane, elle est nivelée, donc elle est niveau. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est desserrer de chaque côté, le laisser se poser à plat, comme j'avais fait sur l'Ender. Et après, vous resserrez et c'est niveau, quoi. Alors, le plateau chauffant, qu'est-ce qu'on a? On a une plaque qui est vraiment très très fine, hein. Franchement, c'est pas le MK3, enfin style MK3 qu'il y a sur mes deux autres bécanes en aluminium. Là il fait 3 mm d'épaisseur. Là, franchement, il fait 1 mm d'épaisseur, c'est de la tôle, quoi. C'est vraiment de la tôle d'alu. Franchement, vous ferez gaffe quand vous le manipulerez, hein. Franchement, c'est. Du coup, la plaque, elle va se fixer avec des pincettes, hein, qui sont fournies dans le paquet là. Alors après, on n'a pas un espèce de connecteur avec des pinces, hein. Enfin des Molex, là on n'a pas ça. Là on a directement, je vais essayer de vous montrer avec la petite cam. Donc là vous pouvez voir, le connecteur c'est directement soudé au plateau. Ça c'est pas mal. Parce qu'au final ça évite que ça crame, du coup que ça fasse des arcs électriques. On a un petit moteur NEMA 17, le connecteur pour brancher tout le système. Qu'est-ce qu'on a d'autre à brancher? On a les sondes, les câbles des moteurs. Ça c'est sympa aussi, on a une espèce de Molex. Alors je vais essayer de vous la montrer. On a une espèce de Molex là qui se connecte directement sur toute la partie extrusion. C'est pas mal je trouve comme système, parce que ça permet de la déconnecter et puis de pouvoir démonter l'extrudeur sans se faire chier à tout décabler, quoi. Ça c'est pas mal. Ensuite on a un tendeur de courroie qui est sur ce côté là, hein, où on peut directement tendre la courroie. C'est encore des roulettes, hein. On a le capteur de fin de course qui est en plein sur la roulette. Alors ça par contre je trouve ça un peu con. J'aurais mis une petite patte pour éviter que justement la roue à force elle vienne bouffer, enfin elle vienne esquinter le connecteur. Ça c'est un petit peu dommage je trouve. Alors après je vais regarder la partie carte mère et la partie extrusion. On va regarder qu'est-ce qu'on a en, en composant. Alors vous avez la nappe de l'écran LCD. Je trouve qu'il faut faire très attention. Franchement ces espèces de nappes là, si vous les pliez c'est fini, hein. Ça coupe les pistes, hein, dedans. Moi je préfère le système de nappe, vous savez, les nappes comme les lecteurs de disquettes et trucs comme ça, là, les nappes comme ça, là c'est super solide, ça au moins ça s'abîme pas. Alors que ça c'est super fragile, si un jour vous avez un problème, même des fois le petit connecteur là il arrive que des fois les petites nappes s'oxydent ou des trucs comme ça et ça connecte mal. Donc ça, si jamais vous avez un souci d'écran, bien contrôler cette nappe là. Donc l'écran LCD, bon lui il a rien de spécial à dire, hein. C'est le LCD 2004 V1. C'est un truc basique, hein, genre le même style que les trucs Reprap Discount. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a tout ça. Donc là, ça c'est... Je vais déballer, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc on a un support de bobine. Bah, c'est le même style que celui de la Ender 3. Hein, c'est un truc qui se visse, un petit rouleau là. Sauf que celui-ci, au lieu de se mettre dans ce sens-là, non, bah, sur la Ender aussi c'est pareil, il se met dans ce sens-là en fait. Oui, il se met dans ce sens. Mais après, moi les trucs comme ça, en fait, ce que je fais, c'est que je les attache au bureau. Enfin, je les vise directement sur la table, comme ça me permet de pouvoir déplacer la bécane sans me faire chier à enlever mes bobines. Voilà. Donc il y a ça, bah, il y a toute la visserie, donc ça c'est de la vis hexagonale, hein, en M5. Je pense, ouais, il y a quasiment que de la M5 dedans. Ouais. Il y a des rondelles, enfin bref, on verra ça en passant au montage. Là il y a d'autres visseries. Là donc on avait les autres visseries avec les pincettes qui servent à fixer le... Ah, il n'y a pas que ça dedans. Il y a le capteur de filament. Bon, c'est un tout petit capteur, hein, basique. C'est un clic-clic, je pense, qui est dedans. Bon, c'est un petit... Vous allez voir, franchement, c'est un petit capteur tout basique. Hein, le fil va passer dedans, et puis voilà, quoi. Il y a le tout petit connecteur qui est ici, là. La carte SD. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on achète une imprimante chinoise, ben, on se retrouve avec une ribambelle d'outils. Du coup, les clés Allen, j'en ai gavé maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les petites aiguilles là pour déboucher. Ben, ça doit être pareil, ça doit être pour pousser. Ouais. Ça permet de pousser dans l'extrudeur, ça c'est pas mal. Donc, on a une buse de plus, hein, en 0,4.
petite buse de 0,4. On a un petit peu de gain thermo là si jamais il y a besoin, je pense. Enfin ils avaient sûrement mis ça, je pense que c'était juste pour les... On a une petite pince à épiler qui est tordue de partout. Vous allez voir, franchement elle est tordue. Je sais pas si vous voyez la cam, mais c'est tordu de partout. Allez, petite clé BTR. On a la clé pour serrer les excentriques et démonter en même temps les buses. Vous avez un côté buse et un côté excentrique. Voilà, donc ça c'est pas mal. On a un rechange de PTFE. On a un échantillon. Alors ils ont gaspillé un sac pour mettre juste ça dedans, franchement les mecs. Il y a un truc de silicate, il y a 3 mètres de filament de PLA en 1,75. Franchement, ils ont gaspillé un sachet juste pour ça, quoi, les gars. C'est pas grave. Le câble USB. Et il y a ça. Ça, c'est le petit truc qu'on met dans les rainures là pour faire joli. Je vais enlever, je vais faire comme sur ma Ender 3, en fait, j'en avais mis que sur les extérieurs. Je vais enlever ceux de l'intérieur parce qu'en fait, là, il y a les trous de vis. Et je trouve que comme ils sont découpés, bah, ça fait dégueulasse. Voilà, donc je vais en mettre que sur l'intérieur, hein, juste pour l'esthétique. Après, si vous voulez le mettre, vous le mettez. Si vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. C'est vraiment juste pour faire joli. Des riselants, hein, pour fixer les câbles proprement. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce qui se trouve dans le carton. Alors ensuite, la bécane, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc je vous ai montré l'axe Y. On va regarder vite fait le portique. Alors le portique, on a le tendeur de courroie de l'axe X qui est là. On a l'extrudeur qui est là. De toute façon, je vais le démonter, l'extrudeur, pour vous le montrer plus en détail. Hein. On va regarder ce qu'il y a dedans. On va voir quelle technologie on utilise encore, là, si c'est du PTFE à l'intérieur ou si c'est du full metal. Ensuite, on a le moteur d'extrudeur qui est ici. Alors, c'est tout en plastique. Ça a tendance à être fragile et à vite péter, ça, hein, les systèmes comme ça. Donc, si un jour vous pouvez faire une grade, vous passez ça en métal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le stop qui est là. Il faudra bien contrôler les axes, hein, parce que j'ai vu aussi que ça bougeait pas mal, là, vous voyez. Là, ça bouge. Ça, c'est parce que les roulettes sont pas serrées dessous, là, donc on va les resserrer. Il y aura ça à contrôler. Alors, contrairement à la Ender, ce que je viens de remarquer, c'est que ici, on a un guide pour la tige. Mais c'est un guide qui nage quand même, hein, parce que regardez. Il faut pas que ça soit fixe. Ça, si c'est fixe, ce qui se passe, c'est que normalement, les roulettes, elles vont guider l'axe, mais la tige, elle est censée rester un petit peu flottante. Parce que si elle est tordue et que ici vous avez un roulement qui fait une contrainte, ça va forcer. Et au bout d'un moment, le moteur, il va en avoir marre, il va forcer, il va chauffer. Donc voilà quoi. Donc c'est mieux d'avoir un axe qui nage légèrement au niveau de la tige, mais qui est bien serré au niveau des roulettes. Parce que c'est elles qui font le guide, quoi. Et c'est pour ça qu'on met des coupleurs flexibles. Après, on va bien contrôler que tous les coupleurs sont serrés. Les moteurs, on va regarder que tout est bon. Voilà. Donc l'extrudeur, c'est pas mal. Hein, c'est un truc standard, hein, c'est la roulette style MK8 si je ne me trompe pas. On a un petit guide en PTFE ici, on a le 9 qui est là, hein, donc on aura juste à relier ça proprement. Moi je verrai, je vais peut-être remettre du Capricorne, il m'en reste, donc je vais peut-être le passer directement en Capricorne dessus. Ça permet d'avoir un peu plus de précision au niveau des impressions. Donc après il n'y a rien de spécial à dire, hein, vous avez un moteur que sur un côté. Après, pour un portique aussi petit, ça suffit largement. Le truc, c'est que le moteur, il est chargé de monter tout le poids, en fait. Il monte le moteur d'ici et il monte ce moteur-là. En fait, lui, il va faire tout le boulot, quoi. Moi, je trouve ça dommage de mettre des petits moteurs comme ça pour monter un axe aussi lourd. Mais bon, après, c'est leur choix. Ça coûte moins cher. Bon, après, ça fonctionne, quoi. Mais bon, voilà. Donc, c'était la petite visualisation de tout ce qu'il y a dans le paquet. Heureux à tous. Alors, juste avant de passer à la partie montage, on va discuter de la partie extrusion et la partie électronique carte mère. Hein, je vais vous présenter ça vite fait, pour ceux qui sont intéressés par toute cette technique-là, un petit peu, que ça intéresse. Hein, on va parler un peu plus technique sur les bécanes. Alors, la partie... Donc là, on a le corps de refroidissement qui est complet, qui est en aluminium. J'ai regardé, le tube PTFE descend jusqu'en bas. Hein, il descend jusqu'au niveau de la buse. Ce qui veut dire qu'au final, on a un corps qui refroidit, mais qui ne refroidit pas une partie métallique, qui refroidit un tube en PTFE à l'intérieur. Ça évite juste que la chaleur remonte, quoi. Voilà. On a un gros bloc de chauffe, qui est en aluminium lui aussi.
la buse. La rupture thermique qui doit être en acier, là, qui se trouve au milieu. On a une espèce de petite plaque. Alors cette petite plaque, j'ai trouvé qu'au final, c'était pas trop con comme idée. Parce que quand le bloc est complètement posé dessus, ça évite que le flux d'air qui circule au niveau des ailettes descende en bas. Et ce qui se passe, c'est que si vous imprimez des pièces genre en ABS ou des trucs comme ça, ce flux-là, s'il descend, ça risque de faire décoller vos pièces, même des fois sur des PLA qui ont tendance à warper un peu, qui se décollent. Là, ça évitera vraiment que votre flux d'air descende sur le bloc de chauffe. Et des fois, ça permet au bloc de chauffe de chauffer beaucoup plus vite, parce que des fois, on a le petit défaut du flux d'air qui vient sur le bloc de chauffe, et ça a tendance à... en gros, des fois, ça fait des erreurs. Vous pouvez avoir des trucs genre... comment ils appellent ça? Emballement thermique et tout ça, ça peut venir de ça aussi des fois. Du fait que votre ventilateur souffle sur le bloc de chauffe, mais le bloc de chauffe, il essaie de chauffer, lui, et du coup, ça lui provoque une erreur. Et des fois, Marlin, il comprend pas, et il détecte qu'il y a une erreur, quoi, qu'il y a un problème. Voilà. Donc après, il n'y a rien de spécial à dire, hein, c'est juste une ventilation. On a le bloc à l'avant, avec un petit ventilateur style cache d'écureuil, hein, comme sur les cartes graphiques, avec le petit refroidisseur qui est ici, là, qui va souffler juste au niveau de la buse. Il va vraiment avoir un flux qui va être à ras la buse. Voilà. Donc en gros, ça se met comme ça. Vous voyez, là, ça se met comme ça. Enfin là, je vais le remonter après comme il faut proprement. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc ça va souffler vraiment à ras le bloc de chauffe, quoi. Moi même pas, ça soufflera à la buse. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. On testera. Après, cette pièce, elle a été imprimée. Le mec qui a imprimé ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu, mais c'est dégueulasse. Franchement, je la réimprimer, enfin, je vais la refaire proprement. Moi, je pense, je vais faire le modèle un petit peu en rond, hein, qui souffle vraiment sur toute la pièce quand ça passe au-dessus. Voilà. Donc la partie extrusion est pas mal. Moi, ça me plaît pas trop mal. Enfin, franchement, pour le PLA, ça va avoir des bonnes performances, hein, ça c'est sûr. Le petit connecteur Molex qui est derrière pour connecter, hein, comme je vous disais, hein, connecter toute la partie ventilation, extrusion, sonde de température et tout, ça c'est pratique. Derrière, après, j'ai regardé. En fait, sur le côté du bloc d'extrusion, vous avez une petite patte ici, là. Et cette petite patte, en fait, elle permet de connecter un BL Touch. Et le BL Touch, il se trouve que derrière, il y a déjà les connecteurs qui sont prévus pour. Et le firmware est prévu pour aussi également. En fait, ils vous le vendent à part, quoi. C'est ça qui est un peu con, je trouve, au final, parce qu'ils vous font payer 20 balles de plus pour le truc. Voilà. Donc vous avez déjà le connecteur qui est prêt, et si vous connectez un BL Touch ici, là, un BL Touch chinois, on va dire, hein, qui va se connecter directement sur les connecteurs qui sont là, ça va être bon. Vous n'aurez plus qu'à rentrer dans le Marlin, enfin dans le firmware sur l'écran, et vous aurez juste à mettre auto-calibration, il fera son calibrage tout seul. Donc voilà. Ça, c'était la partie extrusion. Maintenant, on va passer à la partie carte mère. J'ai regardé vite fait ce qu'il y avait. Hein. C'est leur carte mère à eux, hein, carte mère propriétaire. Enfin, propriétaire. C'est un clone de plus de tout ce qui se fait actuellement. C'est un mélange de ramp et de 2560. Hein, ils l'ont carrément appelé la GT 2560 V3. Hein, donc, on a... Ouais, c'est un Atmega 2560 hein, de base, quoi. Après, on a quoi? Alors, ici, on a les 3 steppers. Hein, donc, X, Y, Z. On a le stepper de l'extrudeur, je pense, qui doit être ici. De toute façon, on voit que la partie extrusion est connectée à ras, donc ça, c'est bien la partie extrusion. Après, on a encore 2 connecteurs possibles pour mettre des steppers. Donc, il faudra que je regarde leur carte mère, il faudra que je regarde. On a le connecteur d'alimentation qui arrive là. On a quoi d'autre? Ouais. Donc en gros, voilà, c'est une carte mère basique. Hein. Il n'y a rien de spécial à dire, à part là-bas, il y a les prises d'alimentation pour les ventilateurs. Il y a les sorties des moteurs. En gros, si vous mettez des TL smoothers, il faut les connecter. Vous débranchez vos fils moteurs, et entre vos fils moteurs et le bornier ici, vous mettez votre TL smoother. Il vous les livre avec une petite rallonge, de toute façon. Voilà. Après, si vous voulez passer sur des TMC 2208 ou 2100 ou des trucs comme ça, vous pouvez le faire hein, directement sur cette carte mère. Et de toute façon, Guitec, j'ai vu que eux, ils avaient tendance à libérer les firmwares. Donc en gros, de toute façon, c'est un Marlin. Et le but d'un Marlin, c'est d'être open source. Hein, c'est de pouvoir le bidouiller soi-même. Donc on peut améliorer cette bécane. Rien que le firmware, on peut l'améliorer. Et la partie électronique, on peut mettre du TMC si on veut, ou du TL Smoother. Voilà. Rien de spécial d'autre à dire. Hein. Vous voyez, voilà. C'est du 24 volts, hein, comme je vous ai précisé. Faites bien attention, ne pas brancher du 12 volts, hein, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner correctement. Voilà. Ça risque de cramer un peu. Voilà, donc on passe au montage maintenant.
Je vais vous mettre un timelapse et je vous expliquerai après le montage les différentes étapes que moi j'ai vécues, si j'ai dû faire des modifications, des améliorations, enfin je veux dire des petites choses que j'ai repérées. Voilà. Donc à tout de suite pour le montage. Voilà, re à tous. Alors le montage vient de se passer. Franchement, ça s'est bien déroulé. Il n'y avait pas grand chose de spécial à dire, hein. Il ne me reste plus qu'à enlever le petit scotch là, de l'écran. Tac. Ça, plus qu'à prendre notre câble et brancher. Puis après, on lancera. Je pense que je vais faire une partie 2 de la vidéo du coup, hein. Partie 2, je vais vous faire une conclusion de la bécane, hein, avec des impressions en timelapse et tout, pour vous faire mon ressenti. Hein, parce que sinon, si je fais qu'une seule partie, ça va durer 15 ans. Donc, on va juste la brancher, mettre tout ça. Voilà. Nickel. Marlin, donc on a une version 1.1.8. Je sais plus, on en a combien là, je crois qu'on est à 1.1.9, donc c'est pas mal, je trouve. Donc A10 ready, nickel. Les ventilateurs de la lime tournent. Celui-ci, bon bah il tourne pas, ça c'est normal, il doit se déclencher quand on met en chauffe. Je regarde vite fait un petit peu ce qu'il y a dans le cadran. Au moins ça va, il n'y a pas des bip bip horribles là qui font mal aux oreilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un home. Par contre, je serre à fond l'écran parce que je sais pas, enfin le plateau, parce que je sais pas du tout à combien est réglé leur end-stop d'origine, donc vaut mieux régler à fond. Et après, de toute façon, je positionnerai le end-stop là parce que la position, je crois qu'elle est verrouillée en plus leur truc. Non, même pas, ça tient avec des. En fait, ça c'était déjà monté, donc on peut jouer. Moi, ce que je préfère, c'est avoir des ressorts qui sont assez tendus
ça évite que ça bouge dans tous les sens le plateau. En fait, ça le stabilise. Vous avez vu au final dans le timelapse, je vous avais dit donc il fallait que je resserre les excentriques. Donc celui-là c'est bon, celui-là c'est nickel. Les excentriques du Portic Z c'est pareil, c'est tout bon. Donc on va faire un home pour voir si tous nos headstops sont calés. Niveau mouvement, vous voyez qu'elle est vachement rapide par contre. Hein. Ils l'ont réglé assez haute. Hein. Nickel. Bon, bah, il n'y a plus qu'à calibrer ça. Hein. Et puis, on va passer à la partie 2. Donc, à tout de suite pour la partie 2, pour les personnes qui me suivent. Sinon, bah, à la prochaine, les amis.